On l'a appris par une enquête du Point parue le 4 juin dernier. Pour gérer le comportement de la population pendant et depuis le confinement, les gouvernements anglais et français ont fait appel à des unités spéciales, des nudge units, des cellules spécialisées dans la mise au point des nudges. Les nudges, littéralement, ce sont de petits coups de pouce mentaux qui nous influencent sans que nous en ayons conscience. Ces objets conceptuels sont nés dans les années 80 du croisement entre l'économie, l'information et les études comportementalistes. Plus subtiles et différentes que la simple publicité, ils sont censés nous faire agir pour notre bien. Leurs promoteurs les présentent comme une révolution scientifique visant à rectifier la manière dont nous prenons nos décisions. On croit agir rationnellement, mais non. En fait, on est conditionné par des préjugés. Il faut donc nous reconditionner pour nous faire agir mieux, dans le sens de notre intérêt et dans le sens de l'intérêt général. Cette théorie rencontre un tel succès chez les décideurs industriels et politiques aujourd'hui que les nudges sont en train d'envahir notre vie sociale et culturelle de manière invisible. Elle est aujourd'hui défendue par 5 au moins des 15 derniers prix Nobel d'économie. Les plateformes telles Facebook et Google se jettent dessus, tandis qu'un nombre croissant d'États s'y intéressent. La révolution technologique, la crise générale de la représentation politique et puis l'épidémie de Covid, enfin, la font apparaître comme la solution idéale à la gouvernance de crise. Et comme le monde n'est plus que crise, la question se pose, les techniques de guidage des individus sont-elles appelées à remplacer la démocratie ? Géraldine Vossner, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Point et c'est à vous qu'on doit l'enquête dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a révélé l'existence de la Nudge Unit pour la gestion du confinement. Alors, tout d'abord, Géraldine Vossner, cette enquête du Point, c'est à vous qu'on la doit. Vous avez donc mis à jour ce qu'on ignorait un peu, l'existence de cette Nudge Unit pour travailler sur le confinement et sur les messages gouvernementaux. Oui, d'ailleurs, je l'ai fait complètement par hasard, après avoir regardé un soir une intervention d'Édouard Philippe. J'en discutais avec l'un de mes confrères et on trouvait qu'il y avait quelque chose de très cadré, de très formel dans ce discours. Et puis je me suis souvenu que pendant la campagne présidentielle, quand j'étais allée voir les comptes de campagne du candidat Emmanuel Macron, j'avais vu des documents des factures de la BVA Nudge Unique. Donc j'ai passé un coup de téléphone et on m'a d'ailleurs tout de suite dit absolument, bien sûr, nous travaillons avec ces sciences comportementales. C'est pas depuis la crise du coronavirus, une unité spécialisée dans les sciences comportementales a été intégrée à la direction interministérielle de la transformation publique, donc ce sont des services rattachés à Matignon depuis mars 2018 et bien sûr leur activité s'est considérablement renforcée pendant la crise. Alors, Eric Singler, c'est à vous qu'on doit cette Nudge Unit. Géraldine Vossner raconte dans le Point que la transition s'est faite entre le 15 et le 17 mars. Alors, oui, la vérité m'oblige à dire, et c'est tant mieux, que le gouvernement avait auparavant, une semaine auparavant, déjà contacté l'équipe sciences comportementales de la DITP pour commencer à réfléchir avec cette perspective des sciences comportementales. Donc en fait, les sciences comportementales ont été utilisées par les pouvoirs publics, à la fois la BVA Nudge Unit, mais également l'équipe de sciences comportementales de Matignon, et également une chercheuse qui s'appelle Coralie Chevalier, qui a été intégrée dans l'équipe de Castex. Alors le nudge, c'est un coup de pouce, c'est-à-dire que c'est une modification discrète de l'environnement des gens qui finit par influer leur comportement sans nécessairement qu'ils s'en rendent compte. C'est plus subtil qu'une campagne massive, ça coûte pas cher. Alors, quelques exemples sur le Covid. Géraldine Vossner parle de l'attestation obligatoire de sortie, par exemple, dont chaque mot a été soigneusement pesé pour qu'elle soit la plus claire possible et en même temps suffisamment complexe pour inciter à ne sortir qu'avec parcimonie. Autrement dit, vous avez veillé à ce que l'attestation obligatoire de sortie soit relativement incompréhensible pour inquiéter les gens. Alors, ça d'abord, ce n'est pas moi directement qui ai travaillé sur la première version
versions. On a travaillé sur des versions supplémentaires en suggérant un certain nombre d'éléments. Donc les choix fondamentaux avaient été faits en amont. Mais l'intérêt de cette attestation, c'était de montrer, juste par son existence, que sortir n'était plus par défaut quelque chose qui était recommandé. Donc la création, avant même les mots, il y a une attestation, ce qui prouve que sortir, c'est un acte particulier, puisque par défaut, on voulait que les gens ne sortent pas. Mais la complexité de l'attestation était aussi... Alors, normalement, c'est le contraire. En Nudge, on essaye de rendre simple, parce qu'un message doit être clair pour être compris, et c'est le point de départ de l'action. Donc c'était moins la complexité que de dire il y a des cas précis pour lesquels on vous autorise, entre guillemets, ou on vous incite à sortir, ce qui veut dire que tous les autres cas, on vous incite à ne pas sortir. Géraldine Wössner, vous dites aussi que le décompte des morts chaque soir par le directeur général de la santé faisait partie c'était un nudge destiné à entretenir un sentiment de peur. Alors, c'est ce que m'a dit effectivement l'un de mes interlocuteurs qui, après l'avoir dit, ne l'assumait pas totalement. C'est bien le problème de ces éléments de communication qui sont utilisés, mais dont on n'arrive pas à savoir clairement lesquels sont totalement assumés et lesquels ne le sont pas. Mais oui, il m'a dit clairement que il fallait entretenir un sentiment de peur pour que les gens soient conscients de la nécessité de maintenir le confinement, et on voit bien l'intérêt de le faire parce que ça évite des mesures de contrainte. Il faut préciser que ce n'est pas limité aux politiques publiques. Hein. Ah non, pas du tout. Géraldine Wössner, vous rappelez dans votre article, vous rappelez un exemple à l'extrême gauche. Hein, vous parlez de la poignée de militants qui a réussi le tour de force d'imposer l'écriture inclusive grâce à un simple sondage assurant que 75% des Français y étaient favorables, alors que 12% seulement des répondants avaient compris la question. Donc le nudge, en l'occurrence, c'était de communiquer sur un truc qui semblait évident pour tout le monde. C'est ça ? Je comprends bien. Ben pour moi, ça s'apparente clairement à une manipulation. C'était en 2017. Rappelez-vous, c'est une agence de com qui s'appelle Mots-Clés, qui sort un jour un sondage repris par l'intégralité des médias. Donc on martèle dans toute la presse, sur les chaînes de télévision, que 75% des Français sont favorables à l'écriture inclusive. Et donc moi, je suis allée regarder ce sondage, et ce sondage, il consistait à avoir posé à 1000 personnes la question: est-ce que vous savez ce qu'est l'écriture inclusive? Les gens ne savaient pas. Seulement 12% des gens avaient une idée claire de ce que c'était. Et ensuite, ils leur demandaient: et est-ce que vous êtes favorable? Alors, comme ils savaient pas ce que c'était, ils disaient: mais qu'est-ce que c'est? Et on leur répondait: oh bah c'est la féminisation des prénoms. Oui, nous sommes favorables. Donc le sondage était totalement biaisé, mais il a servi de base à une vaste campagne de nudging qui, là, jouait sur le biais de pression sociale. En regardant notre télé, on se disait: oh, ah bon, tout le monde est pour, oh bah peut-être que c'est bien alors. Et c'est comme ça que cette idée, cette écriture réussit à s'imposer en un temps record. Et il faut savoir que ce sondage avait été commandé d'ailleurs par un éditeur de manuels d'écriture inclusive. La différence entre la manipulation, l'influence et l'éducation et guidage est quand même pas complètement claire, si peu clair que dans l'article du Point, Ismaël Emelien, qui est donc conseiller à l'Élysée sur les questions du nudge notamment, et vous avez travaillé avec lui, il dit quand même dans cet article, en réalité, tout est manipulation. Oui, c'est vrai. C'est une des questions que ça pose, c'est que je disais tout à l'heure, enfin le nudging est pratiqué par beaucoup d'entités, pas seulement les gouvernements. Les plateformes comme Google, Facebook en particulier l'utilisent massivement. Les grandes entreprises comme Coca-Cola s'y intéressent énormément. Donc donc ça pose plusieurs problèmes. C'est-à-dire que il est évident que là, bien agir, guider les individus pour qu'ils agissent bien. Le bien est déterminé par Facebook, par Coca-Cola et par quiconque est au gouvernement. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes qui sont difficiles à résoudre, des problèmes de fond, des problèmes de représentation politique et de prise de décision. Moi, j'ai le sentiment, en vous écoutant, de lire la préface au livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Géraldine Wössner, sur ce point.
Oui, moi je suis très très embêtée quand même aussi par ce discours qui me semble avoir quelques limites. Et d'ailleurs, on les a vues ces limites pendant la crise du coronavirus. Moi, je vois au moins deux écueils. Pour que le nudge soit efficace et justifié, déjà, il faut des prérequis. Il faut qu'on analyse le contexte où ça se passe de façon très rigoureuse. Or, pendant cette crise, le contexte évoluait tous les jours, donc c'était très mouvant, c'était très difficile de se déterminer. Et il faut aussi que matériellement tout concourt à ce que le nudge qu'on choisit soit efficace. Donc, par exemple, quand on dit les masques, il n'y avait pas de masques. Donc, comment voulez-vous construire une communication qui soit claire et nudger les gens là-dessus? Or, c'est ce qu'on a fait. Et deuxième écueil, c'est encore une fois cette définition du bien commun. On a supposé comme un prérequis, et à entendre Monsieur Singler, que les gens devaient rester confinés parce que c'était pour leur bien. Ben, je suis pas forcément d'accord avec ça. C'était pour le bien des personnes fragiles, des personnes âgées qui, à 93%, forment 93% des morts du Covid. Est-ce que c'était le bien des jeunes qui vont se retrouver maintenant au chômage? Est-ce que c'était vraiment le bien commun? Franchement, ça s'interroge. Or, on n'a pas interrogé cette politique avant que le confinement soit décidé. On ne l'a pas interrogé davantage après. Et pourtant, on avait développé des politiques et des moyens d'incitation comportementale pour conduire les gens à se comporter de cette manière, non pas parce que c'était le bien commun, mais parce que c'était ce qui correspondait à la politique choisie par un gouvernement donné. Mais ça, on aurait pu faire des choix différents.